faisait un petit tour d'un quart d'heure, 20 minutes, et nous ramenait dans notre cellule. Alors, les visites, il y avait les visites des familles, le grillage, les familles étaient d'un côté, nous un autre, et les grillages entre les deux, et au milieu il y avait un passage et les gardiens qui passaient, on parlait en présence de ces gardiens, qui écoutaient tout, qui entendaient tout, et chaque fois que la famille apportait de la nourriture, tout était fouillé, le repas était renversé, tout est fouillé, de fond en comble. On est resté 3 ou 4 mois et on a commencé à protester, on a demandé pour qu'il y ait un procès, pour qu'on soit ou jugé ou libéré. Et pour cela, on est resté 13, autour de 3 ans dans cette prison, on a fait au moins 5 grèves de la faim, et la plus longue de 33 jours. 33 jours de grève de faim où on était transportés tous à l'hôpital. Et alors après ces 3 mois de prison et des grèves, des fins, etc., on a été torturés. J'ai été torturé, moi, exactement comme dans les détentions secrets, où j'étais avec une camisole de force, dans des cachots, pendant 3 semaines, parce que j'ai protesté. Comme j'étais un peu malade, une fois, ils m'ont amené à l'hôpital et j'ai vu cette amie française qui est venue me voir et me dire qu'elle allait être expulsée, qu'elle a reçu une lettre du fameux Basri, qui est devenu ministre de l'Intérieur, lui ordonnant de quitter le pays sous les 48 heures qui viennent. Alors, je reviens en prison, j'ai demandé une audience auprès du juge, ils ont refusé. Bon, ce qui fait, j'ai fait un scandale à l'intérieur de la prison, ils m'ont mis la camisole de force et le cachot pendant 3 semaines. C'était le directeur qui m'a giflé. Alors, pendant les 3 semaines, j'ai fait une grève de la faim. D'ailleurs, une camisole de force dans un cachot. T'as même pas l'envie ni de boire, ni de manger, les cachots, c'est les cachots du XVIIIe siècle. Bon, ben, pour un peu, après 3 ans dans cette prison, on était transféré à une autre prison, toujours à Casablanca, qui s'appelle Ain Bor. Tous les 3, plus 2 autres qui sont venus après, ce qui font été 5 prisonniers dans une petite cellule lugubre et sombre, humide. On a eu aussi droit à une torture dans cette prison parce qu'ils ont découvert des piles de radio, des petites radios. On voulait écouter de la radio, ce qui fait on a pu se procurer des piles en attendant le poste radio arriver. Mais ils ont mis les mains ont été torturés sauvagement par les gardiens de prison et le directeur de cette prison. Et ça a encore détérioré mon état de santé. Bref, après 3 ans de prison, de torture encore dans les prisons et de grève des faim, on a eu droit à un procès. Alors, le procès, on arrive, ils ne voulaient pas reconnaître comme quoi j'étais dans les mains de la police pendant le procès en 1973. Impossible d'accepter la demande des avocats non, des témoins. Les avocats ont demandé que les témoins nouveaux, bon, le préfet, la police judiciaire qui m'a arrêté et tout, viennent témoigner. Ils ont refusé, rien à faire. On l'a arrêté le 12 février 1974, alors qu'ils m'ont jugé en 1973 par contumace. Et voilà, il était en fuite, toujours considéré en fuite. Alors le procès, c'était vraiment... C'était un procès, comme on dit sinon, un procès fallacieux, un procès bidon. Il y avait les questions, c'est qu'est-ce que tu en penses de la monarchie, qu'est-ce que tu penses du coup d'État, qu'est-ce que tu penses de... on était arrêtés, portés disparus, torturés, 3 ans de prison, ça fait 4 ans de détention, pour nos idées. Et un tribunal qui te juge
pour tes points de vue sur la monarchie ou le coup d'État. Bon, bah, alors, le procès a duré 5 jours. Il y avait des avocats aussi étrangers qui sont venus, qui n'ont pas eu le droit à nous assister, qui avaient aussi le statut d'observateur. Mais on a dénoncé quand même ce système de répressif, ce système de torture, de terreur, d'arbitraire et d'atteinte à notre dignité, notre intégrité physique. Et on a dénoncé aussi la répression qui s'est abattue sur les étudiants et sur l'UNEM, la dissolution de l'UNEM. On a défendu au fait, les programmes du 15e congrès. On a défendu aussi le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est une résolution de l'UNEM. En fait, après tout ce qu'on a vécu, on s'est dit, on va quand même, au lieu que ce soit un procès qui va servir à rien, on va quand même juger ce système, on va juger ce pouvoir qui nous a, enfin, un pouvoir de l'injustice, de l'arbitraire et de la répression. Bon, ben après, euh, le verdict, c'était l'acquittement. J'étais acquitté après 4 ans après 4 ans arraché à moi, à ma vie, à ma personne, après 4 ans de mauvais traitement, de torture et d'injustice. Alors, je reviens un peu pendant la torture à l'électricité, j'ai eu un sentiment de ces tortionnaires, ils me traitent comme rien, ils veulent me faire comprendre que je suis rien, que je suis vraiment, que je suis même pas, que je suis pas un être humain, que je suis même pas un être qui sent, Et pendant la torture, j'ai eu cette impression que je me suis rapproché de ma condition humaine, tu vois. J'ai senti que j'ai jamais senti ça aussi fort que cette fois-ci. Je me suis tellement proche de moi-même, de moi en tant qu'être humain, que personne humaine, et proche des valeurs humaines, tu vois, que je sais pas, ça m'a aidé à supporter la souffrance et la torture les mauvais traitements que j'ai subis là-bas. Et en même temps, je dis, c'est eux qui sont en tort, c'est eux les tortionnaires, c'est eux les animaux, en fait, c'est eux et je me dis, si je résiste, ça va les culpabiliser parce que ça va leur montrer leur incapacité, tu vois, de me traiter en tant qu'être humain, de leur montrer qu'ils sont faibles, que c'est eux les faibles, c'est eux Alors ces sentiments-là, je les toujours en moi. Chaque instant, chaque moment, je me sens humain, profondément humain, attaché aux valeurs fondamentales enfin, de l'être humain et des droits humains, si j'ose dire. Alors, bon, le procès, comme j'ai dit, m'a acquitté. Je sors dans une situation de santé détraquée. Avec la torture et les conditions de détention, ils m'ont détruit mes plaquettes de sang, ce qui fait que la fluidité de mon sang a été perturbée et j'avais des cailloux de sang j'avais du sang qui coagulait un peu dans mes jambes inférieures, dans mes bras. Et le danger, c'était qu'un caillou de sang se met dans mon cœur ou mes poumons, c'était la mort fatale, subite, directe. C'était une maladie qui était, comme je disais tout à l'heure, qui était inconnue, insoignable. Alors, depuis que je suis sorti, pendant 7 ans, j'ai pas arrêté d'aller. Bon, avec les médecins, les avocats marocains, des médecins, des avocats d'ici, des associations de France et des partis politiques, des personnalités qui ont écrit, qui ont demandé que. Et c'était le refus total. Et entre-temps, j'ai été de nouveau, comme j'ai dit, arrêté à Marrakech, envoyé à Oujda, et tout ça sous le règne du deuxième roi qui était Dessem-Sri, c'est-à-dire Dessem-Sri était ministre de l'Intérieur et c'est lui qui décidait, tu vois, qui a décidé de mon arrestation en mars 1977, de mon transfert à Oujda,
voilà, alors je reviens un peu à. Je suis sorti, je suis venu ici en France, je dis pour un peu, par instinct de survie, parce que vous restez au Maroc est l'objet d'arrestation, d'arbitraire, de torture et manque de soins. Et ce qui fait, c'est la mort presque annoncée, si j'ose dire, ou essayer de sortir avec mes propres moyens. C'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que je, quand j'ai senti en étant en prison, j'avais cette envie d'être au bord de la mer, d'être en face de la mer. Si je sors, je vais aller au bord de la mer. Pour presque, j'avais l'impression comme si je me mets dans l'eau, ça va me laver un peu de ces souffrances, de ces blessures, de ces. Alors, quand je suis sorti de prison, quelques jours après, je vais à la mer. C'est bizarre, j'avais une peur de me jeter dans l'eau, j'avais une peur de toucher l'eau. Tu vois, cette contradiction, alors qu'avant, j'avais peur. J'allais des fois, j'allais me balader un peu, j'allais dans la forêt par exemple, je ne pouvais plus pénétrer une forêt. Dès que je pénètre, je commence à rentrer dans une forêt, je suffoque, j'avais cette, tu vois, cette sensation d'asphyxie, je sortais vite, je ne pouvais plus être dans des petites chambres fermées où c'est une phobie c'est assez connu, je ne sais pas comment on appelle ça. Au début, je n'arrivais plus je ne pouvais pas dormir normalement. Je dormais sur des matelas, couverture et tout, mais j'étais mal à l'aise, j'arrivais pas à dormir, tellement habitué à dormir sur le sol dans des conditions dégradantes, tellement que le confort, mon corps ne pouvait plus s'adapter à ça. La nourriture, avant, bon, on rêvait quand on était en prison ou dans la détention clandestine, on rêvait de manger un repas, tu vois, manger, je sais pas moi, un tagine ou un poulet. Quand je suis sorti, tout ça, j'étais un peu étranger à cette vie normale. Je suis le même sentiment que j'ai eu quand j'étais une fois en prison. Ils m'ont oui, je vous dis, le Parkenton, si un juge avait. Comme c'est vrai, hein. Oui, alors c'est un face-à-face avec deux autres militants qui étaient dans une autre prison, ils m'ont envoyé, c'est Harzouni et Dakawi, ils m'ont envoyé un petit mot pour me dire comment ça se passe à l'université, est-ce que le mouvement continue, etc. Et ils ont intercepté ce mot. Ce qui fait que bon, je sortais juste, ils venaient juste de m'amener en prison, parce que déjà, tout ce monde m'était étranger, même la vie en prison n'était pas encore, on s'est adapté doucement après les 13 mois chez la police secrète, où on était vraiment isolé du tout, la nuit 24h/24, etc. Alors, je sors même de la prison au tribunal, j'étais comme un étranger dans ces locaux de ce tribunal, enfin, de l'architecture coloniale de Casablanca, avec des hauts plafonds, avec alors, on arrive, on rentre chez le juge, un grand bureau, et le juge qui me posait des questions, tu connaissais les militants, j'avais l'impression que j'étais ailleurs dans un rêve ou un autre monde, tu vois. Ce qui fait, cette situation va continuer aussi à l'extérieur. Une fois que je suis sorti de prison, avec bon, mon état de santé, je n'arrivais pas à dormir. Bon, on dormait tout le temps, c'est cauchemar. J'ai traîné ça dans mon inconscient, dans l'intérieur de moi-même, cette torture et terreur que. Mais bon, en même temps, heureusement, j'ai repris un peu contact avec les militants. Enfin, ils
m'ont raconté un peu tout ce qui s'est passé pendant toute cette absence de la vie, parce que c'est presque bon, ce qui s'est passé bon, la fin de la guerre du Vietnam, la défaite d'ailleurs des Américains, bon, les hommes politiques qui sont morts, les mouvements de révolte un peu partout dans le monde, ce qui fait j'ai repris un peu contact avec l'histoire et avec le monde et avec le Maroc. Bon, la famille, il y en a qui sont morts, d'autres qui ont disparu, d'autres j'ai laissé des cousins petits, bon, ils sont devenus grands. Mes parents ont changé de lieu d'habitation, ce qui fait un quartier où je connais personne, où je connais même pas les rues. Je ne savais pas par où passer dans ma ville natale. Je me retrouve dans un quartier où il a fallu quelques semaines ou quelques mois pour me réadapter à tout ça. Alors, voilà, pendant mon arrestation, un jour j'étais en prison et... Non, pardon, j'étais à l'extérieur, je suis allé voir un médecin et au retour, ils allaient me ramener à la prison. J'ai vu ma mère devant la prison. Elle était venue me voir et dès qu'elle m'a vu dans l'estafette de la police, elle a couru vers l'estafette en me disant Aziz, Aziz, ils ont arrêté ta sœur. Alors bon, la police l'a poussé, ils l'ont bousculé, ils ont dit qu'il n'a pas le droit de venir me dire quoi que ce soit, ce qui fait qu'ils m'ont rentré en prison. Et quelques minutes après, une visite en prison pour m'annoncer l'arrestation de ma sœur Saïda, qui était aussi bon, kidnappée de chez elle. Elle est arrivée de chez elle et il a trouvé de la police politique à l'intérieur de son appart et elle rentre, ils l'ont sauté dessus. Il décrit ça d'ailleurs dans son livre Poème écrit de prison. Alors, ma mère qui pleurait, moi je ne savais pas du tout comment réagir, mais je pensais surtout à ma mère en l'encourageant, en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que de toute façon ce système c'est un système de répression, d'injustice, de terreur alors il ne savait pas où il était. Saïda va passer 3 mois de détention secrète à Dalmou Eshrif, que j'ai décrit tout à l'heure. Elle va être présentée au tribunal quelques mois après, condamnée à 7 ans de prison, 5 ans pour des accusations d'atteinte à l'ordre public, d'atteinte à la sécurité de l'État, exactement les mêmes accusations que moi, et 2 ans parce qu'il a traité le juge du tribunal de fasciste. Parce que c'était un juge qui ne laissait pas du tout le droit à la parole, qui ne les laissait pas se défendre. Et il l'a traité de fasciste, il a eu 2 ans de plus pour ça. Alors, elle a fait des grèves de la faim, et la dernière grève de la faim, il a fait, je ne sais pas, 36 ou 38 jours de grève de la faim, elle est morte par manque de soins. Ils l'ont laissé mourir, lui porter, elle est morte. Alors, après, bien sûr, le pouvoir va encore mentir en disant qu'elle est morte d'une mort naturelle, alors que, bon, après 38 jours de grève de la faim, aucun soin, ils étaient tout un groupe de petits en 77 qui ont fait une grève de la faim. Au lieu de les entourer de médecins, de médicaments, ils étaient entourés de police et de forces de répression. Et bon, j'arrête un tout petit peu. Bon, tu peux rester là, Aziz, ou... Oui, oui.
Tu vois, avec l'état de l'eau, comme ça, c'est pas... Ouais. Ah, c'est un peu beau là pour un militant qui a fait là. Ah ouais, là, on voit l'établi, hein. Mais on va piquer la troisième fois. On est bien installé là, il faut pas. Hein, Ah, je sais, mais bon... toutes les proportions gardées, comme on dit, mais il y a des militants qui n'ont rien. Oui, Au Maroc, ils sont encore avec mais même, leurs parents. ouais, mais même, ouais. Et c'est un pays qui a plein d'argent. Alors, C'est bien les amis. Ils sont bien les dessins. les enfants. Ouais. Ça, C'est bon, c'est bon, oui, après on verra. Alors, un matin, ma mère me racontait ça, elle m'a tellement raconté ça que chaque fois que je le raconte, j'ai l'impression que j'ai assisté à ma naissance. C'est formidable quand même. Ouais. Alors, il m'a raconté qu'un matin, un mercredi, vers 9h30, 10h, tu vois, elle a donné le petit-déj à tous mes frères et sœurs. Il les a envoyés à l'école, moi. Et elle était enceinte de moi, c'était le 9e mois. Elle était à terme. Et il a attaqué une grande pièce tu vois, où on reçoit les invités. Et on habitait avec mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, ma tante, tu vois, on est toute la famille, plus mon père qui était l'aîné parce que c'est lui qui, bon, plus ou moins, il faisait vivre toute cette famille. Alors, elle est allée nettoyer la chambre, la dépoussiérer, là. Alors elle me dit, elle a soulevé un matelas tellement lourd, tu vois, que quand il a soulevé, moi je suis descendu dans son salon, je suis tombé comme ça, sans prévenir, comme j'ai dit dans un truc, sans demander l'avis ni des dieux ni des êtres. Bon ben après, là, comme ça a crié, tout le monde est venu, et par chance, il y avait une sage-femme juste à côté, qui est venue pour couper le cordon avec ma mère, mais bon, est-ce qu'il est entièrement coupé ou pas, j'en sais rien, mais bon. Mais je suis toujours quand même attaché à cette femme parce que c'est une femme courage, une femme formidable après tout ce qu'elle a vécu comme oppression, comme souffrance, tu vois. Déjà la société qui écrasait les femmes, son mari aussi, mon père, il n'était pas facile tout le temps, tout le temps.
Et bon, et l'injustice, tu vois, de ces enfants qui ont été arrêtés, qui ont disparu, une qui est morte, un beau-frère aussi, de Marie Khadija, qui a fait 10 ans de prison. Et pendant un témoignage qu'a fait ma mère avec l'AMDH, l'Association des droits de l'homme à Rabat, elle a dit les gens avaient en général, tu vois, une prison à visiter. Ils avaient un enfant dans une prison, ils vont dans la prison visiter leur enfant et c'est fini. Elle, elle avait 3 prisons. Il y avait moi, Saïda et Aziz, mon beau-frère. Voilà, et c'est vrai que. Enfin, elle nous a donné une éducation, si tu veux, enfin, pour nous inculquer, si tu veux, ces valeurs qui étaient, bon, les années 50, c'était quand même, il y avait encore quelques valeurs, tu vois, de solidarité, de tolérance, tu vois, de sincérité, et bon, il nous a appris plein de choses, tu vois, ma mère, j'ai appris à tout ce qui est maison, tu vois, j'ai appris à faire du pain, à faire tu vois, enfin, à préparer le repas, tu vois, à repasser, à laver mon linge, tu vois, à m'occuper de chez moi, tu vois, j'ai jamais eu besoin, tu vois, de quelqu'un pour m'aider à s'occuper de moi, tu vois, s'occuper de ma maison, mes enfants, mais ce qui fait que, et elle était un peu complice, tu vois, on avait cette possibilité, tu vois, de parler à ma mère, tu vois, de lui dire des choses, de lui raconter des choses, et elle nous écoutait, tu vois. Elle nous écoutait, alors qu'avec mon père, c'était pas facile, c'était pas évident, tu vois, c'était, bon, quand il nous écoutait, c'est pour, tu vois, nous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà le bon chemin, etc. Alors qu'elle, elle essayait un peu de comprendre, tu vois, et ce qui fait, nous a beaucoup soutenus. Oui, après, bien sûr, mais déjà avant par rapport à mon père, parce que mon père était un peu sévère, tu vois, et chaque fois qu'il essayait d'être un peu violent avec nous, il s'interposait, tu vois, ça lui a coûté. Ça lui a coûté quand même un peu cher des fois, mais bon. Mais il refusait que mon père nous batte, tu vois, que mon père nous insulte, que mon père nous maltraite, tu vois, il s'opposait tout le temps à ça. Ouais. Et ils viennent de Marrakech tous les deux? Alors, oui, du Marrakech, tous les deux sont de Marrakech. Bon, elle, sa famille, elle vient au fait du sud du Tafilad, c'est une filalia, comme on dit, tu vois. Mon père, enfin, ses origines sont à 44 km de Marrakech. C'est la tribu Ménébi. Je ne sais pas si tu sais que un arrière-grand-père était le ministre des Finances de Hind. Alors il était ministre des Finances et il a volé, si tu veux, la caisse de l'État. Il s'est barré à Tanger. Il est allé demander l'asile politique chez les Anglais parce que Tanger était sous, voilà, était bon, domination anglaise. Et il paraît, il a fabriqué un fusil qui s'appelle maintenant le fusil Mulpi. Tu vois. Bon, ce qu'il fait, il est resté, lui, il est resté là-bas et Fred, il a attaqué la tribu, il a décimé, enfin, il en a arrêté quelques-uns, voilà. Pour se venger, il en a arrêté quelques-uns, il a décimé la tribu un peu partout dans le Maroc. Il fait des trous, des Ménébis à Tanger, des Ménébis dans le sud, tu vois, à Gadir, à Taloudant, à Fès, à Tanger, tu vois, c'est un peu partout. Un peu partout. Et ce qui fait que mon grand-père à moi, quand il est arrivé à Marrakech, il n'avait presque plus rien, tu vois, tellement il s'est approprié leurs biens, leurs terres, et ce qui fait il avait été obligé de garder la famille tout autour de lui, ce qu'ils étaient tous dans la même maison, à Marrakech, tu vois. Toute la famille, tout le monde se mariait, tout le monde a des enfants, tu vois, c'est jusqu'à l'âge de 9 ans, 9-10 ans, mon père
enfin, il s'est séparé de la famille parce que ça devenait un peu insupportable. Et nous, on avait une chambre, tu vois. Notre famille à nous, on avait une seule pièce qui était séparée, c'est faux, avec un drap. Mon père et ma mère avaient leur petit coin, nous les enfants, on était dans l'autre coin, tu vois. Et je me souviens, on dormait par terre, il n'y a pas de matelas, c'est des couvertures ou des petits matelas, tu vois. On était les uns à côté des autres. Et on avait la femme de mon oncle qui habitait aussi avec nous, qui s'appelait Nana, qu'on l'appelait Nana, tu vois. C'est une femme qui s'occupait de nos repas, tu vois. Alors ce qu'il fait, il nous disait, chacun avait sa petite assiette, il fallait manger, finir, laver l'assiette, aller laver l'assiette, tu vas ranger l'assiette. Il nous a inculqué tu vois, cette éducation de s'occuper du soi, de se prendre en charge, tu vois, de ne pas tout le temps être tu vois, à la traîne de quelqu'un tu vois, pour t'habiller ou pour te laver tes affaires, ou ce qui fait dès tout petit, c'était un peu le dortoir, un peu, tu vois, il fallait ranger son petit coin, laver ses petites choses, tu vois, c'est... Ouais. Alors voilà ce qu'il fait en 59, voilà, mon père a pris une autre maison à Marrakech, tu vois, c'est ce qu'il fait, on était séparés de la grande famille. Et alors ces gens-là, tu vois, après mon grand-père il est mort, je l'ai pas vu mourir parce que c'était en prison. Ma grand-mère elle est morte, je l'ai pas vu mourir, tu vois, c'était en prison. La mère de ma mère, tu vois, il est venu me voir une seule fois me visiter en prison. Là. Il était tellement... On lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle montre, tu vois, qu'elle était souffrante de ça, que... Tu vois, pour moi, alors elle arrive, il me racontait des histoires en prison, tu vois, imagine une femme, elle avait, je sais pas, 75 ou 80 ans. Elle souriait, tu vois. Elle voulait que je sois gai, qu'elle me racontait des histoires et... Voilà, et quand je suis sorti, elle était morte aussi. Ce qui fait, il y a eu plein de gens de ma famille qui sont morts, que je n'ai pas vu mourir. De mes cousins et d'arrière-cousins qui sont nés et grandis, que je n'ai pas vu naître ni grandir. Tu vois, quand je suis sorti de prison, tu vois, les membres de la famille étaient tellement... Tu vois, j'avais presque plus de lien social ou familial, tu vois, que mes frères et sœurs et les autres, je ne les connais pas, tu vois, mes cousins, je ne connais pas. Quand ils viennent me voir, je suis étranger vis-à-vis d'eux, moi aussi, tu vois, ce qui fait qu'il n'y a pas moyen d'échange de quoi que ce soit. Le quartier est complètement changé, tu vois, les habitants, chacun est parti dans un coin, ce qui fait que je suis sorti, tu vois, ils ont vraiment, c'est-à-dire, tous les liens étaient coupés, tous les liens, sauf bien sûr ma petite famille et les militants qui sont restés en dehors du prison, qui n'étaient pas encore arrêtés, tu vois. Et c'était très difficile de renouer le contact avec ces gens, tu vois, parce que les gens avaient peur de venir chez nous à la maison, avaient peur de me rencontrer dans la rue, c'était vraiment la terreur. Je ne sais pas si je l'avais dit ou pas, quand je suis sorti de prison, tu vois, il n'y avait personne. Personne. Que mes parents, ma soeur et un copain qui est venu, tu vois, il était caché. Tu vois, je reviens à la maison, c'était personne, tu vois, personne ne venait, mes parents se sont presque isolés parce que personne, par peur, tu vois, et par peur de représailles, personne ne venait visiter mes parents. Puis ils ont vécu des années isolés comme ça, tu vois, après la mort de Saïda et... Ouais. Et tu imagines, enfin pour cette femme quand même, tu vois, elle n'a pas eu accès à l'enseignement, tu vois, elle a passé toute sa vie à la maison à éduquer ses enfants et bon, elle a vécu ces souffrances-là, tu vois, et elle a quand même, ça l'a transformée. Surtout après la mort de Saïda, il sortait dans les manifestations, il allait protester devant les tribunaux, devant
gouvernement, voilà, les administrations pénitentiaires ou du ministre de la Justice, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de justice au Maroc. Tu vois, et ça l'a vraiment transformé, ça l'a rajeuni, tu vois. Il y avait un mouvement de mère et de Ah oui, comment oui. avec la scène. Oui, oui, oh, bah oui, malheureusement, il n'a pas continué, tu vois, c'est un mouvement qui n'a pas continué parce que, enfin, pendant que les militants étaient en prison et les familles sont regroupées, tu vois, il y avait tu vois, une très forte solidarité entre eux, les hommes, les femmes, les enfants, tu vois, ils ont constitué une force de pression sur le régime, tu vois, jusqu'à la sortie des prisonniers. Après, il y a eu, tu vois, les liens ont été un peu... Bah, ils devaient retrouver leurs enfants aussi. Oui, 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 mais bon, il y a des enfants qu'on n'a jamais vus, tu vois, des militants qui ont disparu, bon, d'autres qui sont morts, etc. Le mouvement aurait pu continuer, mais bon, mais à mon avis, il aurait pu continuer avec le soutien de ceux qui sont sortis, tu vois, de prison. Mais bon, ça a continué un peu, mais c'était pas vraiment, tu vois, par exemple, l'expérience chilienne ou En Argentine. en Argentine, voilà. L'Argentine, on aurait pu quand même tirer quelques leçons, tu vois, d'utiliser pour consolider renforcer cette solidarité familiale, mais non, ça n'a pas pris au Maroc, ça n'a pas pris. Ceci dit, il y a encore des familles qui témoignent, tu vois, plein de familles qui ont témoigné des atrocités qu'ils ont vécues dans ce pays-là. Mais en mouvement, ou famille de disparus ou de victimes de la répression, ça n'a pas pris, ça n'a pas continué. Et ton père Ah oui, alors mon père, tu vois, mon père, c'était le travailleur, c'est lui qui a amené de l'argent, tu vois, ce qui fait qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Et quand il a un peu de temps, tu vois, tu vois, il lui manque un peu de douceur, tu vois, malgré l'amour qu'il nous portait, etc. Mais c'était pas comme ma mère, tu vois. Ma mère était disponible du point de vue affectif, si tu veux, physique, tu vois, sa raison d'être était nous, ses enfants, tu vois, ce qui fait que elle était tout le temps là pour nous, tu vois, pour écouter nos désirs, nos demandes, tu vois, pour essayer de nous soutenir dans notre volonté, si tu veux, de forger déjà notre petite personnalité et de s'en sortir après, parce que moi, par exemple, j'ai été séparé de ma famille 3 fois, tu vois. J'ai fait mes études primaires à Safi. Je sais pas si j'avais parlé de ça, je crois, ou pas. Après, alors, ce qui fait une année sans ma famille, j'allais à Marrakech sur les vacances pour les voir, mais c'était quand même dur à 9 ans. Tu vois, 9 ans, moi et mon cousin, dans une petite maison à Safi, tu vois. Et d'ailleurs, je m'occupais de tout. Lui, il était astit et c'est moi qui faisais les cours, tu vois, d'avant, qui faisais les repas, qui rangeait la maison, qui nettoyait, tu vois, qui... De temps en temps, il amenait des copines, enfin, au fait, des femmes qui venaient vivre avec lui pour survivre, au fait, pour manger, avoir un peu de sous, tu vois, ce qui fait que de temps en temps, il y avait une femme à la maison et c'est formidable, tu vois, avec ces femmes, bon, qu'on appelle prostituées, tu vois, il y a une solidarité, tu vois, qui s'est liée entre elle et moi, tu vois, une complicité et tu vois, même des liens affectifs, tu vois, c'est à 9 ans, 10 ans, tu vois, c'est des femmes qui avaient 24, 26, 28 ans, tu vois, mais des femmes du peuple, des femmes qui ont vécu des choses terribles, tu vois, tu vois, j'ai senti vraiment des affinités, beaucoup d'affinités avec ces femmes-là. Et ça m'a aidé à, tu vois, à aimer les femmes,
Tu vois, quelle qu'elle soit, c'est pas parce que c'est une prostituée que tu vas la mépriser ou à les respecter, tu vois, à essayer de les comprendre, comprendre les raisons pour lesquelles ils ont opté pour tel ou tel comportement ou attitude ou situation, tu vois, c'est une expérience qui s'est marquée un peu dans ma mémoire, tu vois, vivre une année comme ça, à cet âge, tu vois, avec des femmes, tu vois, il a amené chaque 2, 3, 4 mois, il a amené une femme qui est restée avec nous à la maison, il l'a renvoyée, il a ramené une autre, tu vois, c'est des femmes, bon, tout était d'une, tu vois, une chaleur, tu vois, c'est d'une affectivité. C'était des femmes qui ne demandaient que vivre, que s'épanouir, tu vois, pouvoir, enfin, avoir le droit ou c'est pas la culture par exemple, tu vois, elle était tellement, c'est des femmes qui étaient très curieuses, qui voulaient comprendre plein de choses, à qui je lisais des petites histoires, tu vois, à qui je montrais mes cahiers, des colliers, tu vois, qui me demandaient mais ça c'est quoi, tu vois, qui voulaient apprendre à lire, à écrire, qui me demandaient comment ça se passe à l'école, tu vois, en grande partie ces femmes n'allaient pas à l'école, tu vois, ou quand ils sont allés peut-être à l'école, sont allés très peu, peut-être quelques semaines, ou ça c'était les fin des années 50, tu vois, l'école n'était pas ouverte malheureusement, surtout aux femmes, mais surtout des femmes dans des régions un peu campagnardes, un peu. Et alors après ça, cette année en primaire, je suis revenu encore une autre année en secondaire parce qu'il n'y avait pas possibilité de continuer mes études secondaires à Marrakech. Je n'avais pas